Présenter ce journal qui est consacré uniquement au magazine. Voici les titres. L'étau se resserre sur la construction anarchique dans la ville, dans la capitale. À la tête de la commission en charge de l'opération de démolition des constructions anarchiques, Jacquemain Chabani réévalue les modalités d'exécution de ces démolitions en cours qui doivent se poursuivre dans le respect strict des normes établies. Et puis santé mentale, le mal-être silencieux des jeunes en RDC, entre pression scolaire, précarité et manque d'écoute, des nombreux jeunes congolais souffrent en silence à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale. Le dossier que vous propose la rédaction ce soir donne la parole aux parents et à une jeunesse souvent oubliée. Enfin, la 10e édition d'Expo Béton s'est clôturée sur une note d'espoir au terme de 4 jours des travaux. Les participants se sont réunis autour d'un objectif commun, reconstruire et moderniser les infrastructures de la RDC. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'abord, l'actualité. Au terme de son séjour, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a rencontré la diaspora congolaise établie en Belgique. Face à ses compatriotes, le chef de l'État a apporté les précisions sur sa récente démarche d'ouverture de sa main tendue à son homologue rwandais Paul Kagame, évoquant ainsi une volonté de parvenir à une paix durable. Un reportage de Blandine Zovo et Kaza Kazadi. Dans un bref échange avec un échantillon important des Congolais vivant la Belgique et les pays environnants, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est voulu plutôt rassurant face à ses compatriotes qui ont suivi de près son message lors du Forum Global Gateway à Bruxelles. Une démarche du garant de la nation visant à apporter de l'éclairage sur sa déclaration de la main tendue à son homologue rwandais pour faire la paix de braves. J'ai tendu la main à celui qui représente évidemment les forces qui agressent la République démocratique du Congo pour prendre à témoin le monde entier. Parce que depuis un certain temps, on nous faisait passer, nous les victimes, comme étant des va-t-en-guerre, alors que c'est nous qui sommes agressés et que nous avions, en tant que victimes, le droit de nous défendre. Eh bien, mais dans ce droit que nous exercions de nous défendre, on commençait à vouloir nous présenter comme des gens qui ne voulaient pas la paix, qui voulaient la guerre. Et donc, moi, j'ai voulu montrer au monde entier que ce n'était pas vrai, que nous sommes les premiers à vouloir la paix. Et puisque nous voulons cette paix, ben, je tends la main maintenant pour dire, OK, alors, puisque vous dites que c'est nous qui voulions la guerre, ben maintenant je dis, nous voulons la paix, alors répondez à cela. Et vous avez vous-même suivi la réponse. Une stratégie politique du président de la République qui a permis à la République démocratique du Congo de démasquer les ennemis de la paix qui usent de la manipulation, se cachant parfois derrière l'option d'un dialogue pour accomplir leurs ambitions malsaines. Tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant, voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Oui, celui-là, on n'en veut pas. On veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression. La seule chose que je demande à ces gens qui veulent le dialogue, c'est d'abord de condamner l'agresseur. On ne parle pas dialogue avec des émissaires des agresseurs, qui d'ailleurs, quand ils arrivent à la table des discussions, parlent que d'intérêt des agresseurs. Ils ne parlent pas d'intérêt des intérêts des Congolais. Je veux bien qu'on discute des problèmes du pays, parce que, comme dans tous les autres pays, notre pays aussi a des problèmes, on peut en discuter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut ça doit se terminer par des brassages, des mixages. On introduit dans nos institutions des gens qui sont inféodés. Donc nous voulons la paix,
ça c'est très clair. Nous sommes les premiers à le dire depuis l'agression de 2022 quand elle a commencé. Nous voulons la paix. Ce que vous devez savoir, faire la paix, ce n'est pas une faiblesse. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et conviviale, ponctuée par des moments de divertissement sous une improvisation réussie, agrémentée par des artistes qui ont fait la gloire et le beau temps de la musique congolaise. Et à la Chambre basse du Parlement, Jean-Claude Tshilombaï, président intérimaire, a eu des échanges avec le secrétaire général de l'Union interparlementaire en marge de la tenue prochaine de la 151e Assemblée de l'UPI. Des échanges qui ont porté sur le rôle de l'UIP dans le soutien à la RDC, notamment en matière de résolution de la crise sécuritaire et humanitaire que traverse l'Est de la République démocratique du Congo. Blaise Bokokia pour ce reportage. Les entrevues entre Martin Tshungong et Isaac Jean-Claude Tshilombaï sont intervenues quelques minutes après celle que le secrétaire général de l'Union interparlementaire en visite de travail à Kinshasa a eue avec le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde. Quelques pas de marche lui ont permis de franchir les portes du bureau du speaker de la Chambre basse du Parlement pour échanger sur la tenue prochaine de la 151e Assemblée de cette organisation dont les travaux sont prévus du 19 au 23 octobre prochain à Genève. Nous sommes en Suisse. Nous étions d'accord pour renforcer notre collaboration dans plusieurs domaines, dans la mesure où la RDC doit toujours être au diapason de la coopération internationale. Je vais repartir de la RDC convaincue de l'engagement de la RDC au niveau des plus hautes autorités parlementaires. Les deux personnalités ont aussi abordé l'avenir de l'Union interparlementaire, les défis liés à ces différentes prérogatives, ainsi que la participation active de la République démocratique du Congo à toutes les activités de cette organisation parlementaire internationale. Isaac Jean-Claude Tshilombaï. Nous avons abordé ici des questions qui ne pouvaient pas passer inaperçues, notamment celle de la situation de guerre qui prévaut ici au Congo et de l'accompagnement plausible de l'UIP en ce qui concerne les efforts de paix, les efforts diplomatiques qui ont été amorcés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, ici et ailleurs. Nous avons aussi rassuré que le Congo continuera de participer pleinement à l'activité de l'Union interparlementaire, à donner le mieux pour que cette organisation joue pleinement son rôle. Échange des cadeaux symboliques, il y en a eu entre les deux personnalités. C'est le cas d'une œuvre d'art symbolisant la résilience des femmes congolaises qui payent aujourd'hui les prix de la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo par le Rwanda dans la partie est de notre pays. Je l'ai dit en titre, en sa qualité de président de la commission chargée de la démolition des constructions anarchiques ici à Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a présidé une réunion d'évaluation sur les démolitions des constructions anarchiques. Il a également rappelé la nécessité du respect des normes légales et des droits des citoyens dans l'exécution de cette opération. Bobo Anan Mokonzi nous en dit plus. On prit part à cette séance de travail le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Alexis Guizarro, la ministre des Affaires foncières, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le commissaire provincial de la police, le commandant de la 14e région militaire, ainsi que plusieurs experts de ministères concernés. Au cours de cette rencontre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a insisté sur la nécessité de procéder à une évaluation rigoureuse, objective et sans complaisance des opérations afin de s'assurer que les destructions se déroulent conformément aux normes établies et dans le respect des droits des citoyens. Il a en outre rappelé que la destruction des constructions anarchiques revêt une importance capitale pour le rétablissement de l'ordre urbain, la prévention des espaces publics, la sécurité des habitants et la mise en œuvre d'un aménagement harmonieux de la capitale. Cette action vise également à décourager toute tentative future d'occupation illégale des terrains de l'État. Les travaux vont se poursuivre sur toute l'étendue de la ville et à chaque fois qu'il y aura démolition, cette fois-ci, il faudra que et les ministères des Affaires foncières et les ministères de l'urbanisme
soient associés pour matérialiser ce travail de remise en norme des endroits qui ont été construits d'une manière non autorisée. Une descente sur différents sites concernés est prévue dans les prochains jours et une nouvelle délimitation sera effectuée par les experts membres de la commission en vue d'une meilleure planification et d'un suivi efficace des travaux. Après les inquiétudes suscitées par les fortes précipitations, l'heure est à l'apaisement du côté du pont Makelele. Les équipes de génie civil sont à pied d'œuvre pour assurer un curage permanent des ouvrages. Une initiative saluée par les riverains. Un reportage de Dada Chabani et Robert Kalimba. Fini les inondations des parcelles situées le long de la rivière Makelele. La population de Bandalungwa et de Kitambo, qui habitent à côté de cette rivière, vivait dans la psychose à chaque pluie diluvienne car elle occasionnait des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Ces travaux de curage, exécutés par l'Office de voirie et drainage, le génie militaire et l'entreprise Aron SRL, sont supervisés par le ministre des Travaux publics et Infrastructures, John Banzalunda. La pluie d'hier nous a montré effectivement que nous avons fait un bon travail. Le ministre a demandé qu'on soit ici en permanence. Nous aurons une brigade ici sur place sous le pont pour veiller à ce que la population ne jette plus les immondices. Et cette brigade aussi va continuer à faire le curage de la rivière Makelele, du côté du pont, et ensuite continuer avec le curage derrière le pont vers le fleuve. Pour cette population, il y a lieu d'exprimer la gratitude pour la détermination et l'engagement du ministre pour la réalisation de ces travaux de curage. C'est l'excellence John Banzalunda, vraiment il est au four et au moulin, je le vois de gauche à droite, en tout cas je suis très content parce que ça fait longtemps on attendait les engins pour passer ici faire le curage. Après le passage du ministre, il y a déjà là un engin sur le terrain. Cette population a salué la rapidité de l'exécution des travaux. Sachez également que la concession de la division provinciale de santé de Kinshasa est menacée de spoliation en cause. Un contrat jugé illégal aurait été signé avec des expatriés accordant à ces derniers 70% des produits de la vente de ce patrimoine public de l'État. Cette dénonciation provient de la dynamique des jeunes Né Congo, une structure de la société civile qui lutte contre les antivaleurs. Pascal Chichot et Yvette Makoutima. La concession de la division provinciale de la santé de Kinshasa située sur l'avenue Kadeko, numéro 33 dans la commune de La Gombe, est sous menace de spoliation par des expatriés. Selon certaines sources, la réhabilitation des bâtiments de cette division urbaine de la santé va coûter 70% du prix de cette parcelle en pleine commune de La Gombe à Kinshasa, un contrat à tout point de vue spoliateur. La dynamique des jeunes Né Congo est une structure de la société civile qui milite pour la protection des biens publics de l'État et contre les antivaleurs est montée au créneau pour dénoncer cette manipulation mafieuse qui cache une vente illégale du patrimoine public. Je suis venu personnellement pour constater si et seulement si les Libanais et les Indo-Pakistanais qui ont manigancé les choses de déposséder l'État congolais, d'arracher 70% de la concession abritée à la division provinciale de la santé de Kinshasa. Signalons que cette situation fait l'objet de plusieurs démarches que le ministère national de la santé publique entreprend pour la réhabilitation du bâtiment administratif de cette institution et sa protection contre les prédateurs. Lors de son passage, le président national, Evans Toulomba Malembe, a remis un trophée des mérites au docteur Paul Tangou, chef de division provinciale, pour sa lutte et sa bravoure à préserver cette bâtisse publique et a invité par ailleurs la population quinoise à veiller sur les patrimoines du pays et à dénoncer tout cas de vol et des ventes illégales de biens publics de l'État. La 10e édition d'Expo Béton s'est clôturée sur une note d'espoir et engagement pour l'avenir. Pendant 4 jours, les participants se sont réunis pour réfléchir sur les stratégies et mécanismes de financement pour la reconstruction et la modernisation des infrastructures de la RDC. Yolande Voka et Fiston Wavingana. 100 milliards de dollars, c'est l'enveloppe qui devrait être allouée pour rebâtir la République démocratique du Congo post-conflit.
Jean Bamanissa, l'organisateur de l'Expo Béton, a foi que la mobilisation de ces fonds colossaux est possible sur place au pays. Nous avons démontré ici lors de nos différents travaux qu'il y a moyen de mobiliser les 100 milliards de dollars ici même au Congo. Ce n'est pas dit qu'on va mettre cette cagnotte en une fois. Ça peut être fait sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. De toute façon, notre budget actuel est à peu près à 16 millions. Donc vous voyez qu'on n'est pas loin de ça. Vous avez vu aussi que nous avons des programmes, par exemple pour l'industrie, de 58 millions. Le PNSD est de 90 milliards. Donc ce sont des chiffres, oui, qu'il faut faire accepter par la population parce que c'est elle d'abord qui donne à travers sa souveraineté, qui sont les ressources naturelles, l'exploitation des mines, les paiements des impôts, qui peuvent mobiliser cet argent. Le président du comité d'organisation de l'Expo Béton estime que les infrastructures sont vitales et la construction de routes dont les standards internationalement reconnus. Rien que par exemple sur les recettes que nous faisons sur les mines, nous pouvons les garantir et lever les 100 milliards de dollars. Et alors attaquer une fois pour toutes la construction de nos chemins de fer, de nos ports et de nos routes de façon durable et, je l'ai dit aussi, sans détournement, sans surfacturation, avec toute la transparence qu'il faut. Les étudiants et autres partenaires ont été primés à la clôture de la 10e édition d'Expo. Question pour les organisateurs de reconnaître leur rapport appréciable à ces grands salons de l'innovation et de la reconstruction nationale. Avant de s'envoler pour Washington, le ministre des Finances, Doudou Famba, a présidé la réunion de mobilisation des recettes à laquelle ont pris part les responsables des régies financières. L'objectif est d'évaluer la mobilisation des recettes du mois de septembre 2025 et de planifier les stratégies nécessaires pour atteindre les prévisions annuelles. Ibrahim Chako et Sylvie Mwembo. C'est une bonne dynamique des résultats observés durant les 3 derniers mois par les régies financières. 336,6 milliards de francs congolais mobilisés dépassent les prévisions de 33,6 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 101%. La DGDA s'est distinguée avec 122% de taux de réalisation, suivi de la DGI 103% et de la DGRAD qui a mobilisé 350,9 milliards de francs congolais, confirmant la continuité de sa contribution à la dynamique générale des recettes. Sur la période de janvier à septembre, la progression globale s'élève à 11%. Le ministre des Finances, Doudou Famba Likundeli Boutaï, a invité les régies financières à redoubler d'efforts malgré les contextes sécuritaires difformes qui traversent le pays afin de permettre au gouvernement de disposer des moyens de sa politique, de soutenir la croissance économique et de financer les projets structurants ainsi que ceux en cours d'exécution. Les échanges ont également porté sur la poursuite des réformes phares, notamment la facture normalisée et la réforme de l'impôt sur les revenus et l'impôt sur les revenus des personnes physiques à la DGI, le système de traçabilité, de droits d'accise et de déploiement des équipements de contrôle à la DGDA, ainsi que la généralisation du logiciel à la DGRAD. Ces initiatives visent à garantir la soutenabilité budgétaire et à renforcer la capacité de l'État à financer les priorités nationales au bénéfice direct de la population. Félix Tshisekedi a procédé en début de semaine à l'inauguration de la nouvelle université officielle de Mbuji-Mayi. En visite de travail à Bruxelles, le chef de l'État a participé à la 2e édition du Global Gateway Forum. Sur place, il s'est entretenu avec le conseiller principal pour l'Afrique de Donald Trump. Le tout dans la semaine du président en 5 minutes avec Pierre Kibambe-Somwe. À Bruxelles, en Belgique, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à la 2e édition du Global Gateway Forum. Prenant à témoin les participants à ces rendez-vous de haut niveau, le chef de l'État s'est adressé à son homologue du Rwanda, présent dans la salle en vue de la restauration de la paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je prends à témoin ce forum et le monde entier pour vous tendre la main afin que nous fassions la paix, a dit le chef de l'État, tout en soulignant que cela signifie que le président du Rwanda donne l'ordre aux troupes du M23 soutenues par son pays d'arrêter l'escalade qui a suffisamment fait des morts. Nous les comptons par millions depuis des années, a précisé le président de la République. L'histoire nous jugera, il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement, a renchéri le chef de l'État.
Le jeudi 9 octobre à Bruxelles, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens à marge de Global Gateway Forum avec Massad Boulos, le conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump. Les différents processus de paix conclus à Washington et à Doha et les soutiens des États-Unis d'Amérique pour leur réussite étaient au cœur des échanges. Parlant du processus de paix de Doha, au sortir de cette entrevue, Massad Boulos s'est dit optimiste quant au succès de cette démarche, même si les choses semblent prendre du temps, a-t-il souligné. Pour le conseiller principal du président Donald Trump, les États-Unis d'Amérique tiennent à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Évoquant l'appel solennel pour la paix lancé par le président Félix Tshisekedi à son homologue du Rwanda, Massad Boulos a déclaré qu'il s'agit d'un geste noble que tout le monde apprécie. C'est quelque chose de très positif qui donne un support qui permettra d'atteindre nos objectifs qui sont la paix et la stabilité dans la région, a indiqué le conseiller principal pour l'Afrique du président des États-Unis d'Amérique. Toujours à Bruxelles, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est aussi entretenu avec Mme Ursula von der Leyen, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères. La question de la coopération stratégique face aux défis de paix et de sécurité a été évaluée au cours de leurs échanges. Le rôle crucial que la République démocratique du Congo s'apprête à jouer au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies était aussi évoqué au cours de cette rencontre. Le président de la République a affirmé à son hôte que la RDC souhaite compter sur le soutien de l'Union européenne à la fois dans la dynamique de paix en cours et dans la coordination des positions multilatérales face aux grandes menaces à la sécurité collective. Au pays, Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, est doté d'une université moderne qui vient de sortir des terres. Lundi 6 octobre 2025, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à l'inauguration de l'université officielle de Mbuji-Mayi, située au quartier Kansela, dans la commune de Mouya. Le complexe universitaire comprend 3 imposants bâtiments de 2 étages construits sur fonds propres du gouvernement central. Le premier complexe abrite 16 auditoires modernes d'une capacité de 200 places assises chacun. Un deuxième complexe est composé de 2 amphithéâtres de 400 places et le troisième constitue un bâtiment résidentiel pour les étudiants. Il comprend 154 chambres. La ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, professeure Dr Marie-Thérèse Sombo Ayan, a rendu hommage au chef de l'État pour cet ouvrage, le nouveau campus de l'UOM, s'inscrivant dans un vaste programme de construction des infrastructures modernes dans les différents chefs-lieux des provinces de la RDC. Voilà, l'actualité de la semaine dernière était dominée par la stabilisation progressive du franc congolais et la baisse du litre du carburant à la pompe. Du côté sport, la RDC a signé une importante victoire des éperviers du Togo lors de la 9e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Suivez la rétrospective de la semaine en 5 minutes avec Diane Balaka. De la politique à l'économie en passant par la sécurité, les sociales et la culture, l'actualité était dense au niveau national cette semaine. Le secteur économique figure en haut du tableau avec la baisse sensible et graduelle du taux d'échange constaté cette semaine, une baisse alimentée par la réduction par la Banque centrale du Congo de son taux directeur. Appréciation du franc congolais face au dollar, conséquence directe, la baisse du prix du carburant et la réduction du coût de plusieurs produits de première nécessité. Les vice-premiers ministres, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, étaient le premier à annoncer l'entrée en vigueur de cette mesure dans la zone ouest. Pendant ces temps, Mbuji-Mayi frôlait une crise de la farine de maïs. La pénurie a été évitée de justesse grâce à l'intervention du service national qui a approvisionné la ville en tonnes de denrées pour répondre aux besoins urgents de la population. Dans ces mêmes élans, le ministère de la Pêche et l'élevage s'investit à réduire la dépendance aux produits surgelés importés et à valoriser les ressources locales. Ces nouveaux chalutiers ont été réceptionnés à Barcelone pour renforcer l'investissement du secteur halieutique.
Les nouvelles du front, les forces armées de la RDC ont sommé les FDLR de déposer les armes conformément à l'accord de Washington. Cet appel pressant de l'armée vise la restauration de la stabilité dans l'est du pays. Une étape décisive a été franchie cette semaine dans le processus de recensement général de la population. Le matériel d'identification est enfin arrivé au pays. Cet exercice est attendu depuis plus de 40 ans alors que la RDC peine à maîtriser sa démographie. Dans le secteur minier, un réseau d'exploitation illégale d'or impliquant des ressortissants chinois a été démantelé dans la concession de Kibali Gold. L'opération, supervisée par le ministre de Mines, met fin à plusieurs années d'activité clandestine. Promotion et protection des droits fondamentaux dans un contexte marqué par le défi de justice et de cohésion nationale, le sujet a alimenté les réflexions de la première édition du Forum national des droits humains tenu cette semaine à Kinshasa. Violences faites aux femmes dans l'Est, les plaidoyers a pris une forme cinématographique avec le film documentaire Munganga, projeté cette semaine au Centre culturel pour les pays d'Afrique centrale. Cette œuvre met en lumière les réalités tragiques vécues par les femmes congolaises. Pour terminer en sport, les bonnes nouvelles sont venues de Lomé où les Léopards de la RDC ont signé une importante victoire face aux Éperviers du Togo lors de la 9e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Grâce à Cédric Bakambu qui a marqué le seul but du match, la RDC maintient ses chances de qualification pour les Mondial 2026 qui se tiendra au Mexique, Canada et États-Unis. Vous avez compris qu'il s'agit du dossier de la rédaction. Savez-vous que la Poste a toujours joué un rôle central dans la communication entre les citoyens, les institutions et les entreprises? À ce jour, elle se réinvente face aux nouveaux usages numériques. Comment s'adapte-t-elle à cette transformation digitale? C'est tout l'enjeu du dossier de la rédaction que vous propose Bobo Tenga. Des timbres poste et boîtes postales, deux produits jadis incontournables de la SCPT dans son volet poste, sont malheureusement aujourd'hui méconnus et pas assez utilisés. Pourtant, cette entreprise héritée de la colonisation poursuit sa mission du réseau postal à travers une panoplie de produits et services. Nous expédions et nous recevons aussi des colis et des courriers. Partout dans le monde entier, nous avons la poste traditionnelle, des boîtes postales. Nous faisons le courrier d'entreprise, la philatélie, une innovation. Nous avons la poste finance. La Poste Finance s'occupe de tout ce qui concerne les opérations financières au niveau de la Poste. Nous sommes là aussi pour assurer certaines opérations bancaires, entre autres le transfert d'argent, le messagerie mobile. Nous avons encore le service Owned by SCPT. Le code postal, c'est un élément d'adresse qui doit être ajouté dans votre adresse normale. Mais plutôt, la boîte postale, c'est une adresse physique dans les bureaux de poste où vous pouvez aller récupérer vos courriers si vous les désirez. À chaque expédition, son service spécifique. Pour un service express, par exemple, c'est l'EMS qui s'en charge. Si nous avons créé le MES pour concurrencier le messagerie privée, nous veillons souvent sur la nature du colis. Face à la concurrence, la Poste congolaise se dit confiante car elle conserve encore le monopole de certains services. Donc, de 0 à 2 kilos, aucune autre messagerie ne peut fonctionner dans cette fourchette-là. Si quelqu'un accepte des courriers de 0 à 2 kilos chez lui, les fait transporter, la Poste est en droit de saisir ce courrier-là et de le traduire en justice. La sécurité et la rapidité sont parmi les exigences des clients pour un réseau postal réussi. Nous travaillons à ce que les courriers ne prennent plus beaucoup de temps. L'autre élément de qualité, c'est que vous pouvez suivre votre envoi jusqu'à l'étape finale de la distribution auprès de votre destinataire. C'est la première fois que je viens à la poste déposer mon courrier. Bon, le vif, le sec, il y a le chédir, le foubois, le boulou-coutou. Ça fait 2 ans. Malgré la rude concurrence, la Poste congolaise reste en lice. Et nous avons mis en place ce que nous appelons les postes relais. Ce sont des particuliers qui acceptent de faire les mêmes services que la Poste,
C'est-à-dire nous avons signé un partenariat avec eux. Les nouvelles technologies ont imposé des changements et la SCPT s'est alignée. Il y a l'avènement de la poste numérique. Nous sommes en train de travailler pour qu'on puisse avoir la norme d'adresse qui respecte la manière dont l'adresse doit être écrite au Congo. Aujourd'hui, avec le projet de 145 territoires, le projet du chef de l'État, la Poste s'est inscrite dans ce projet-là pour relancer et réhabiliter les différents bureaux dans les 145 territoires. Rien ne remplace la Poste. Ce slogan fait de la SCPT un instrument de l'unité nationale. Son patrimoine et son appartenance à l'Union postale universelle, une sorte d'un territoire mondial postal, font de la Poste une force dans l'expédition. Un atout que ses concurrents n'auront jamais. Et deuxième dossier de la rédaction de ce soir, comment vont les jeunes en RDC? Qui les écoute? Qui les soutient? Entre pression scolaire, précarité, absence d'écoute et manque de structures adaptées, nombreux sont ces jeunes Congolais qui souffrent en silence, une souffrance psychologique profonde, souvent tuée par peur ou par honte, mais qui devient un véritable danger pour leur avenir. Le dossier de la rédaction de ce soir s'est penché sur cette question à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale. Toto Sungo. Ils sont jeunes, parfois souriants en apparence, mais au fond d'eux, une tempête silencieuse fait rage. En République démocratique du Congo, la santé mentale des jeunes est un sujet encore tabou, pourtant de plus en plus préoccupant. Pression scolaire, insécurité, manque d'emploi, conflits familiaux ou encore exposition aux violences, les causes sont multiples et les signes souvent discrets, repli sur soi, changement de comportement, usage excessif des réseaux sociaux, troubles du sommeil ou de la concentration. En général, y compris des jeunes, et les soins de santé mentale sont rares dans nos milieux. Très rares. Si vous voyez aujourd'hui aussi l'une des raisons que pilent les terrasses et les boissons, parce que quand les gens sont frustrés, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Les structures d'accompagnement ne sont pas nombreuses, pas à la portée de tous. Alors, ils cherchent à créer des solutions alternatives, madame. Peut-être aller boire le boisson, prendre le tabac, pourrait leur conférer un soulagement. C'est à nous maintenant d'organiser, d'implanter ces structures au niveau communautaire, partout, dans les écoles, dans les centres des jeunes. Partout, nous pouvons avoir des jeunes, avoir des structures d'accompagnement au niveau communautaire, et puis former les infirmiers au niveau des centres de santé et des psychologues, les assistants sociaux, en matière de santé mentale et soutien psychologique, pour mieux s'occuper des jeunes. Mais à qui parler? Peu de structures spécialisées existent. Psychologues et psychiatres sont rares, surtout en province. Et les tabous autour de la santé mentale freinent l'accès aux soins. La dépression, soit la démence, peut arriver à n'importe quelle personne, à n'importe quelle circonstance de la vie, mais cela ne peut pas justifier le rejet de cette catégorie de personnes. En fait, il n'y a aucune raison valable pour cela. Bien au contraire, nous qui avons suffisamment de l'énergie, nous devons accompagner ces malades mentaux. Les malades qui sont ici, comme la sœur a dit, ce sont les malades de la rue. Oui, les malades mentales. Malades mentales. Personne malade mentale, on dit que c'est une sorcière, la personne, c'est une sorcière. On est touché, non, de voir la souffrance humaine. De voir la souffrance humaine, ceux qui ne peuvent pas, si nous on se dit toujours, Jésus, lui, il n'a pas d'autres bras que nos bras pour toucher la personne malade. Il n'a pas d'autres yeux pour voir la souffrance de l'autre, c'est nos yeux qu'il utilise. Il n'a pas d'autres oreilles pour écouter la souffrance des autres, c'est nos oreilles qu'il utilise. Alors il nous envoie d'aller continuer ce que lui, il a commencé. Il faut comprendre que la santé mentale, ce n'est pas la folie. C'est comme la santé physique, on peut en prendre soin. Quelques initiatives émergent, ONG, cellules d'écoute dans certaines écoles ou
consultations dans les hôpitaux, mais les chemins restent longs. Ce qu'on a connu, et aujourd'hui les gens vivent avec des blessures traumatiques. Les Congolais, c'est un peuple oublié. Oublié parce que c'est un peuple qui n'a pas le droit, un peuple qui n'a pas la paix, un peuple qui n'a pas la sécurité, un peuple qui n'a pas tout. C'est quelque chose qui plonge quelqu'un dans une situation de souffrance et vous allez voir que de jour en jour, il y a des soucis qui s'aggravent et qui augmentent. Si le Congo peut avoir une justice particulière qui peut tenter à réparer tout ce qu'il y a eu comme dégâts, c'est-à-dire à une période donnée, je pense que ça peut soulager et ça peut constituer comme un facteur d'inhibition de tout ce qui provoque la souffrance à la population et garantir une paix durable, une paix qui est source d'une bonne santé mentale, comme la définition même l'indique. Pour briser ce silence, le dialogue est essentiel, à la maison, à l'école, dans la société. Car accompagner les jeunes dans leur santé mentale, c'est garantir une paix intérieure, une stabilité et un avenir plus sain. Brisons les tabous, écoutons nos jeunes et construisons une société où la santé mentale n'est pas une honte, mais un droit. Et en nouvelle, le ministre provincial du plan budget, emploi et tourisme de la ville de Kinshasa, Jésus Noël Cheke, a présidé récemment une réunion importante en présence de ses collègues du commerce et partenariat public-privé, à l'issue duquel et du transport et mobilité. Cette rencontre tenue avec l'intersyndicale des travailleurs du secteur du commerce fait suite au dépôt d'un mémo adressé au gouverneur de la ville de Kinshasa. Le mémo de travailleurs porté principalement sur ses préoccupations, l'aménagement des horaires de travail le samedi et la problématique de transport pour les travailleurs du secteur. Après échange, l'intersyndicale a décidé de suspendre la grève prévue pour ce lundi 13 octobre 2025. Il a été convenu de poursuivre les échanges dans un cadre tripartite, gouvernement provincial, intersyndical et corporation des transporteurs. Voilà, 36 ans après sa mort, Franco Luambo Makiadi reste l'un des grands promoteurs de la rumba congolaise, célébré pour sa brillante carrière de compositeur, ses talents de guitariste et ses textes abordent plus les thèmes de la société. Suivez cette chronique de Guy Matundu. Il a marqué des générations entières de mélomanes et demeure incontestablement l'un des artistes africains les plus prolifiques de tous les temps. Par son répertoire riche et varié, souvent plein d'humour et de réalisme, Franco Luambo Makiadi faisait la satire de la société. Il a transformé la musique en miroir de la société, en peignant ses travers, dénonçant l'hypocrisie, le népotisme, l'injustice et les excès du pouvoir, ainsi que d'autres maux qui rongeaient la société zaïroise. Dans Mario, il dénonce avec humour la dépendance financière d'un jeune homme entretenu par une femme. Dans Attention à Sida, il se fait pédagogue, alertant la population sur un fléau à une époque où le sujet restait tabou. Dans Bandeko Yabasi, il raconte les relations tumultueuses entre la femme mariée et sa belle famille. Cette double posture, à la fois critique et prudente, résume toute la complexité de Franco Luambo, un artiste qui oscillait entre voix du peuple et proche du pouvoir, entre provocateur et moraliste. Franco Luambo a marqué de son empreinte la rumba congolaise, devenue patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce natif de Sonabata dans le Congo central, qui a grandi au célèbre quartier Far West de Ngiringiri à Léopoldville, s'est imposé comme une virtuose de la guitare à fleur de l'âge. Pour lui, la musique n'est pas seulement un divertissement, mais un instrument de vérité. Cette authenticité lui a valu le respect de ce père et l'amour indéfectible du public. 36 ans après la mort, l'ombre du grand maître plane toujours sur la rumba. Cette musique qui a fait danser et réfléchir des générations entières avec son légendaire tout-puissant Hockey Jazz, la formation qu'il a créée et qui imposera un style unique mêlant rumba, jazz et folklore congolais. 36 ans après sa mort, ses chansons continuent de résonner dans le foyer et dans les cœurs. Il reste le symbole d'une époque où
La musique racontait la vie, les joies et les douleurs de la communauté nationale. Sa guitare s'est tue, mais sa voix continue de parler à la conscience nationale. Et puis le ministère de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique a signé un protocole d'accord avec le réseau RTL RDC pour le lancement au mois de février 2026 du programme national de formation au métier du numérique destiné à 250 000 jeunes Congolais. Jean-Pierre Ndolodemazo pour ce commentaire. Cette initiative fait suite à l'accord conclu le 26 septembre dernier à New York entre la ministre et le groupe Cisco, marquant ainsi une nouvelle étape vers la mise en œuvre d'un vaste programme de formation et de transformation digitale au profit de la jeunesse congolaise. Dans son allocution, le directeur général d'Airtel, Thierry Diasonama, souligne la contribution de son entreprise, notamment la mise à disposition d'une connexion Internet performante et la création d'un cadre de travail propice à l'apprentissage. De son côté, la ministre Grace Coutinho a réaffirmé son engagement à œuvrer sans relâche pour l'épanouissement, la formation et l'inclusion numérique de la jeunesse congolaise. À travers ce partenariat, RTL RDC s'engage à offrir un accès Internet gratuit pendant 5 ans à tous les jeunes bénéficiaires de la formation. Grâce à Cisco, Cimation et RTL, nous construisons ensemble un écosystème complet, fondé sur 3 piliers essentiels. 1. La formation. 2. La connectivité. 3. L'employabilité. 3 leviers puissants pour faire du numérique un moteur de souveraineté et de prospérité nationale. Les formations prévues porteront sur les technologies de base, la cybercriminalité, la science des données et l'anglais, des compétences clés pour une jeunesse prête à relever les défis du monde moderne. Par cette collaboration entre le ministère de la Jeunesse, RTL, RDC et Cisco, le gouvernement confirme sa détermination à bâtir une génération de jeunes formés, connectés et acteurs du développement du pays. La ministre d'État de l'Éducation nationale a pris part au sommet mondial à Dakar au Sénégal sur la situation de la fille en Afrique avec comme thème « La fille que je suis, le changement que je mène ». Anastasie Ndombo. La ville de Dakar, au Sénégal, a abrité les sommets des filles d'Afrique, de l'Ouest et du Centre avec comme thème « La fille que je suis, le changement que je mène ». La ministre d'État de l'Éducation nationale, Raissa Malou, qui a représenté la République démocratique du Congo à ses assises, s'adressant aux jeunes demoiselles dans un panel, a livré quelques mots en termes de conseils et d'exhortation. Si vous êtes sérieuse dans le fait d'influencer les politiques pour qu'elles prennent en charge les conditions des filles, vous devez comprendre mieux le gouvernement, son fonctionnement, qu'il ne se comprend lui-même. Et le langage, en général, que parle le gouvernement, c'est précisément celui du budget. Ça, mesdemoiselles, c'est très important que vous le compreniez pour savoir faire votre lobbying au niveau des gouvernements. La question de la décence soit prise en charge au sein de nos gouvernements. Ce dont on a besoin, c'est d'un cadre commun d'investissement pour les adolescentes qui soit validé au niveau du gouvernement. Et il faudrait que les ministères fonctionnent sur la base du budget programme et que l'identifiant budgétaire soit modifié pour qu'il y ait clairement la possibilité de tracer les programmes sur les adolescentes. Son intervention a valu un plaidoyer qui doit être pris en compte par l'ensemble de ministres concernés dans cette problématique traversale de l'adolescente en Afrique. Le directeur général de Transacademia appelle à une mobilisation autour du réseau Connex, un deuxième pilier stratégique qui vise à équilibrer les charges liées au transport des étudiants. Reportage. Transacademia élargit son réseau Connex pour renforcer l'équilibre face aux charges. Le directeur général, Georges Ongelo Dangawamumbu, a accordé une interview exclusive à la RTNC sur la nouvelle stratégie de l'entreprise visant à consolider son modèle économique à travers le développement du réseau Connex. Je commencerai d'abord par remercier son Excellence, ministre Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, notre chef de l'État,
pour la marque de la confiance qu'il a fait à notre personne en nous donnant le management de cet établissement. Aussi l'occasion de remercier la Première ministre, Madame Soumilo. Nous reconnaissons aussi l'accompagnement de notre VPM, Jean-Pierre Bemba. Pour le marque Quaster, nous allons affecter essentiellement dans le location VIP qui est ouvert à tout le monde. Et il y aura des valeurs ajoutées. Il y aura même un service de catering qui va être dedans, la géolocalisation. Nous prévoyons même pour les VIP des conducteurs qui parlent l'anglais. Pour garantir la durabilité du projet, il a fallu à Trans Academia d'avoir un second pilier économique. C'est dans cette logique qu'est né le Le directeur général Georges Ongelo a annoncé avec satisfaction Supérieure Technologie de Kinshasa a annoncé lors de la clôture de l'année académique 2025-2026 des nouveaux programmes qui seront inclus dans les recherches technologiques pour cette année académique. Yvette Makoutima nous en dit plus. C'est une cérémonie officielle marquant à la fois la fin de l'année académique 2024 et 2025 et la collation des grades académiques à l'Institut supérieur technologique de Kinshasa, ISTK. L'événement s'est tenu dans l'enceinte de l'INPES en face du Musée national en présence des étudiants, corps académiques et familles. Dans son mot d'ouverture, le directeur général de l'ISTK, chef des travaux Otongwechi Stéphane, a salué les efforts conjugués des enseignants et des étudiants qui ont permis le bon déroulement de l'année académique. Nous inspirons de la réflexion des membres du Kakaranda et des Moudibes, des éminents chercheurs qui pensent. Trois choses sont allergiques et lorsqu'on n'y prête pas attention, il s'ensuit la disparition pure et simple de la communauté. Nous citons la santé, la justice et l'éducation. Juste après la remise des diplômes, un lauréat a pris la parole pour exprimer la gratitude de l'ensemble des finalistes à l'endroit des autorités académiques, mettant en avant la qualité de l'encadrement reçu. L'Institut supérieur technologique de Kinshasa, capable de former des cadres compétents et patriotes au service du développement national. La journée s'est clôturée dans une ambiance festive, marquée par la fierté de nouveaux diplômés et l'émotion partagée avec leurs proches dans ces moments de consécration d'un parcours d'efforts et de persévérance. Gauthier Kiassi a rédigé ce journal sous la direction et la supervision de Jacques Kabwabwa. Fifi Mukundi était à la coordination, Yolande Voka et André Njeka l'ont réalisé pour vous. 23h, Bobo Anan Mokonzi revient sur ce plateau pour vous informer. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir.